Parfait. Donc, écoutez, je vais y aller. Ça va être puisqu'on est juste 5 comme ça, on va y aller plutôt informel. N'hésitez pas, même à Montréal, je vois bien, là, donc au pire, faites juste un signe et je vous laisserai parler si vous avez des questions au fur et à mesure. Je vais peut-être passer plus rapidement sur certains aspects parce que, bon, par exemple, je voulais parler de EBSEB, c'est quoi? Je crois que vous êtes quand même assez au courant de ce que c'est. Donc, je vais peut-être moins m'attarder là-dessus, puis un peu plus sur notre recherche à nous. Donc, premièrement, oui, je vais me présenter moi aussi. Donc, Ariane Boivin. Donc, j'ai fait mon postdoctorat sous la supervision de Dr. Anne-Monique Nuit à Sainte-Justine à Montréal, au centre de recherche. Maintenant, je suis en train de terminer ça tout en retournant à mon poste de professeur au Cégep Garneau ici à Québec. Donc, c'est pour ça que finalement, je suis ici. J'habite la région de Québec. Et mon objectif, c'est aussi de poursuivre la recherche tout en enseignant au collégial. Donc, qu'il y a maintenant des ouvertures par rapport à ça. Puis, surtout de continuer avec les banques administratives. Donc, je pense que j'ai eu un peu la piqûre avec ce projet-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des complications de grossesse chez les femmes qui sont nées prématurément. Évidemment, c'est suite à un article qu'on a publié sur les complications de grossesse qui incluait la prééclampsie, l'éclampsie, l'hypertension de grossesse et le diabète gestationnel. Donc, ça a été publié dans CMG au mois de septembre. Donc, si vous voulez plus de détails. Puis, ce qu'on est très heureux, c'est qu'il y a eu vraiment une belle exposition médiatique, si on veut, de cet article-là. Donc, on a répertorié une centaine de médias d'articles de médias qui en ont discuté dans une dizaine de langues, dont Le Monde et le New York Times. Donc, on est assez content que ça ait pu avoir une visibilité comme ça. Et aussi, ça nous a, disons, poussé un peu pour la sortie d'un deuxième article qu'on devrait soumettre d'ici la fin du printemps et donc je vais aussi vous présenter en deuxième partie les résultats. Donc là, ce sera un petit peu plus nouveau pour ceux comme Fabienne qui m'a déjà entendu. Mais donc voilà. Donc premièrement, pour commencer, j'ai une petite image ici. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Qu'est-ce que vous voyez sur cette superbe image? Un arbre. Coucher de soleil. Un coucher de soleil, effectivement. Oui. Des fils électriques. Il y a des fils électriques qui gâchent un peu le paysage, effectivement. Il y a une branche bizarre. Il y a une branche bizarre, hein? Il y a une branche bizarre qui forme un beau petit bébé. Ah. Et en fait, c'est un petit peu mon message, un peu aujourd'hui. S'il y a une chose à retenir, c'est que l'impact de la vie prénatale demeure toute la vie, puis même si on le voit pas au premier regard, même si c'est pas ce qu'on voit en premier, ça reste toujours présent dans le portrait qu'on fait de l'individu. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur ici. Donc, c'est monsieur Lorenz qui a fait des études célèbres avec les oisons, donc les petits des oies. Et en fait, c'est que le concept de programmation développementale a été apporté par M. Spardling en 1873. Donc, ça ne date pas d'hier, mais c'est plutôt M. Lorenz qui l'a popularisé. En fait, ce que M. Lorenz voyait, c'est que les petits des oies, ce qu'ils avaient tendance à suivre, c'est le premier objet qui bougeait puis qui leur répondait. Et ils identifiaient, c'est pas grave Fabienne, ils identifiaient à ce moment-là comme étant leur mère. Donc ici, si c'était le chercheur, c'était le chercheur qui suivait comme étant leur mère. Et c'est pour ça qu'on voit les petits oisons sur la photo qui suivent Monsieur Lorenz comme ça partout. Et en fait, ça démontre comment des événements qui arrivent soit en prénatal ou vraiment tôt dans la vie de l'enfant, ici des oisons, peut avoir un impact très longtemps sur le développement. Pour ce qui est de la programmation développementale, plutôt par rapport aux pathologies adultes, c'est plutôt M. Barker qui a popularisé ça en 1986 et même plusieurs appellent
l'hypothèse de Barker, la programmation développementale des pathologies adultes. Donc, ce que M. Barker a trouvé, c'est que, étonnamment, si on regardait on divisait l'Angleterre, un peu, Royaume-Uni, en différentes régions, on regardait le taux de mortalité néonatale en 1921-25 et ensuite on regardait le taux de mortalité en 68-78 et on voyait qu'il y avait une corrélation. Dans les régions où il y avait eu le plus de mortalité néonatale, c'est là qu'il y avait le plus de mortalité adulte. Et il trouvait ça étrange parce que l'augmentation de la prospérité, dans le fond, c'est les régions riches, un peu, qui avaient certaines problématiques par rapport à des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte, et donc ils se posaient des questions et ils voyaient que c'est lié avec la mortalité néonatale. Par la suite, il a étudié donc là, c'était vraiment juste des corrélations de taux de mortalité de région, c'était très vague. Et par la suite, il a poussé un peu plus loin sa réflexion avec une série d'études. Je vous en ai mis une ici, mais ce n'est qu'un exemple de nombreuses études que M. Barker a fait et publié, qui démontrent qu'il y a un lien entre le petit poids de naissance en bas âge et l'hypertension à l'âge adulte. Donc ici, on voit que c'est environ 20% de ceux qui étaient nés avec un poids de naissance en bas de 3 kg qui avaient de l'hypertension, alors que c'était seulement 12,3% de ceux qui avaient 4 kg ou plus. C'est un peu le même type de corrélation qu'ils voyaient pour les maladies cardiovasculaires. Donc ici, on voit qu'il y a un lien, là, la ligne est assez significative. Donc plus on est né avec un petit poids de naissance, plus on est à risque de souffrir de maladies cardiovasculaires, autant pour les hommes que pour les femmes. Et ce type de relation-là, je vous montre, comme je vous disais, quelques exemples, mais ça a été vu aussi pour le diabète de type 2, pour le syndrome métabolique, pour des désordres même psychiatriques, d'anxiété, pour plusieurs conditions. On voit que, il y a quelque chose qui se passe en bas âge, puis d'avoir un petit poids de naissance, ben, tu sais, avant, on disait, t'es prématuré, à partir de 2 ans, on s'en occupe plus là, de tout ça, la prématurité, puis ça fait pas si longtemps qu'on ne pense plus comme ça, puis là, on se dit, même à l'âge adulte, on doit encore en tenir compte. On voit ici, par rapport à la résistance à l'insuline, qui est liée éventuellement au diabète de type 2, et par rapport au syndrome métabolique, là, qui inclut un peu maladie cardiovasculaire, problème de diabète, problème d'obésité, donc c'est un peu le package deal, si on veut. Donc, on voit encore là une relation inverse entre le poids de naissance et le risque de développer ces pathologies-là. Excuse-moi, Ariane. Oui, vas-y. L'échelle des poids? Oui, ça c'est oui, en livre maintenant. Ouais, okay. Oui, ça c'était, ici c'est en livre, pardon. Ici c'est en livre, oui, c'est ça. Donc, oui, effectivement, là, parce que des bébés de 5,5 kg, 9,5 kg, c'est du gros bébé. Ouais, pauvre femme. Donc, évidemment, ici, excusez, c'était en livres. Donc, 5,5 livres, c'est environ 2,5 kg. Et si on parle de 9,5 livres, c'est environ 4,3, 4,5 kg. Donc, c'est des échelles un peu mieux. Mais effectivement, bonne observation. Puis d'ailleurs, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais ça a été aussi un de nos problèmes. Hein? Le changement du système en livres versus en kilos nous a posé des problèmes avec nos données. Donc, toutes ces observations-là, puis l'hypothèse de M. Barker, c'est avec le petit poids de naissance. Mais un bébé qui a, par exemple, qui a 2500 grammes, est-ce que c'est qu'il y a un retard de croissance intra-utérin? Est-ce que c'est parce qu'il s'est mal développé dans le ventre de la mère? Ou c'est parce qu'il s'est bien développé, mais il est né juste trop tôt? Puis ça, quand on regarde juste le poids, on ne peut pas le savoir. Parce qu'un enfant pourrait être né à 39 semaines, mais à 2500 kg, il serait au 2,5e percentile, donc il serait vraiment très petit pour son âge gestationnel.
Mais par contre, il pourrait être né à 34 semaines, puis même avoir un poids plus élevé que la moyenne pour cet âge gestationnel-là, donc être un bébé qui s'est très bien développé dans le ventre de sa mère. Puis même si on prend des poids beaucoup plus bas, comme juste en bas de 2000 grammes, comme certaines études l'ont fait, on n'est pas encore certain, parce que ça pourrait être à 37 semaines avec un poids très petit pour l'âge gestationnel, puis ça pourrait être un 32 semaines, un beau gros bébé de 32 semaines. On le sait pas. Et donc, ces deux conditions qui sont différentes, si on pense à la pathophysiologie de ces conditions-là, c'est très différent. Alors, c'est quoi l'impact différentiel de ces deux conditions-là? Pour la petite histoire, là, le petit bébé de la photo, celui de gauche, c'est effectivement un enfant qui est né prématurément, mais avec un poids qui est correct. Et le petit bébé du milieu, c'est un enfant qui est né à terme, mais qui pesait à la naissance 1200 grammes. Là, il y a 2 semaines de vie. Et le bébé à droite complètement, c'est un enfant de 3,7 kg, donc un bébé qui a un poids normal et qui est né à terme. Donc, c'est quoi l'impact seulement de la prématurité? C'est ce qu'on s'est demandé, puis on a regardé la littérature. Donc ici, on voit en 2012, c'est assez récent, dans la revue Hypertension, il y a eu une revue de littérature, donc une méta-analyse, pardon, sur l'hypertension. Donc, c'est chez des jeunes qui sont nés prématurément. Donc, on voit qu'au total, il y a 2,5 différentes par rapport à la pression artérielle systolique. Mais si on prend juste les meilleures études qui avaient les meilleures qualités, on monte à 3,79. Cette différence-là est significative, mais pour les gens qui sont, je ne sais pas si vous connaissez un peu la pression artérielle, 3,79 de différence, c'est cliniquement non significatif. Sur le plan statistique, ce l'est, mais cliniquement, c'est rien. Par contre, il faut penser qu'ici, c'était dans les études, c'était surtout des enfants qui étaient étudiés ou des adolescents. Et donc, ça représente, même si on n'est pas dans des ranges de on souffre d'hypertension, mais vraiment pas, ça démontre qu'il y a quand même déjà une tendance qui est là à l'enfance puis à l'adolescence où on ne souffre pas normalement de problèmes d'hypertension. Par rapport à la résistance à l'insuline, comme je vous disais tout à l'heure, qui est liée au développement éventuellement du diabète de type 2, c'est un peu une manière précoce de détecter s'il y a un risque de développer du diabète de type 2. On voit que pour les enfants qui étaient nés à terme et avec un bon poids de naissance, le niveau, et tandis qu'il y avait plus de résistance pour les enfants nés prématurément, qu'ils soient petits ou non. Donc ça ici, le AGA, c'est Appropriate Gestational Age, donc c'est le poids approprié pour l'âge gestationnel, tandis que c'est small, donc petit pour l'âge gestationnel. Mais par contre, avant de sauter à l'autre acétate, pourquoi on n'a pas plus de données que ça? Parce que là, je vous parle de précurseurs, un peu d'hypertension chez les enfants, puis de résistance à l'insuline qui sont encore ici, là, vous voyez, chez 72 enfants de 4 à 10 ans. Là. On ne parle pas de diabète de type 2 à 4 à 10 ans. Pourquoi c'est ce qui a été étudié surtout? Bien, premièrement, on n'a pas de données fiables quant à l'âge gestationnel avant à peu près 1975 et ce, un peu partout dans le monde. On n'a pas de données qui datent de 1920 qui sont fiables. Donc, on ne peut pas étudier ces pathologies-là à l'âge de 50-60 ans parce que les gens qui ont 50, 60, 70 ans, on ne peut pas être certain de leur âge gestationnel. De plus, il y a eu une grande modification des unités néonatales. Donc, évidemment, on sauve beaucoup plus de grands prématurés. C'est évidemment chez eux qu'on s'attend au plus de conséquences et donc ils ne sont pas encore rendus à ces âges-là parce que les personnes qui ont 60-70 ans, on n'en sauvait pas des 24 semaines à cette époque-là, donc il n'y en a pas, tout simplement. Et évidemment, on n'étudie que des précurseurs de ces maladies parce que on doit attendre, comme je vous disais, qu'ils soient rendus à cet âge-là, donc c'est dans quelques années, quelques dizaines d'années qu'on va pouvoir analyser ces données-là. Donc, nous, on a réfléchi à ça et on s'est dit, on pourrait étudier la grossesse pour avoir une vision de ce que seront les problèmes.
Pourquoi la grossesse? Parce que la grossesse est une fenêtre ouverte sur la santé future de la femme. Donc, on voit que les complications de grossesse sont liées plus tard à la santé cardiovasculaire et métabolique des femmes. Par exemple, on voit ici des femmes qui ont eu soit l'hypertension gravidique ou de la prééclampsie durant leur grossesse versus des femmes qui ont eu une grossesse tout à fait normale. Et on voit 10 ans après leur accouchement, c'est quoi leur risque d'avoir de la résistance à l'insuline, l'hypertension artérielle ou un syndrome métabolique. Et on voit là ici, par exemple, si on prend le syndrome métabolique, qui est un peu le package deal, comme je vous disais, on voit que les contrôles, c'est environ 5% des femmes, tandis que c'est près 20% pour celles qui ont fait de l'hypertension gravidique et presque la même chose pour celles qui ont souffert de prééclampsie. Donc, on voit que c'est lié à ce qui va se passer dans 10, 15 ou 20 ans chez ces femmes-là. De plus, il y avait déjà des études qui nous semblaient dire que le petit poids de naissance, donc sans tenir compte, est-ce que c'est un retard de croissance, une restriction de croissance intra-utérine ou si c'est de la prématurité, mais on prend juste le poids, on démontrait que c'était lié aux complications de grossesse. Donc, on voit par exemple dans cette étude-ci que les femmes qui étaient nées à moins de 2 kg avaient 1,96 fois plus de risque de souffrir de prééclampsie et 1,66 fois plus de risque de souffrir d'hypertension gestationnelle durant leur grossesse que des femmes nées avec un poids approprié. Mais est-ce que vous contrôlez pour d'autres facteurs? Ici, là, on voit qu'ici, c'était ajusté pour l'âge gestationnel, bon, l'indice de masse corporelle, la race, l'âge, etc. Donc, il y a une panoplie de facteurs qui avaient été pris en considération ici. Par exemple, comme quand même l'hérédité, je pense que ça peut être important. Oui, effectivement, mais ça, c'est très difficile d'en tenir compte parce qu'il faut avoir ces données-là. Donc, alors nous, on s'est dit, est-ce que la prématurité elle-même comme condition donc, est suffisante? Est-ce que seule, elle a un impact sur les complications de grossesse, comme je vous disais, le diabète gestationnel, l'hypertension gravidique et la prééclampsie ou l'éclampsie? On s'est dit, bon, OK, on a une hypothèse, on a une question de recherche, on veut regarder ça. Comment on peut y répondre? On s'est dit, bon, soit qu'on peut faire une étude de cohorte où les sujets, comme vous le savez, sont sélectionnés sur la base du facteur de risque, donc ici prématurité ou non, ou une étude de type cas témoin où on sélectionne les sujets sur la base de la maladie. Donc, on aurait pu prendre des femmes qui ont des complications de grossesse et regarder est-ce qu'elles sont nées de manière rétroactive, si ces femmes sont nées prématurément ou non. Donc, l'étude de cohorte, évidemment, je vais passer vite, là, je pensais qu'il y aurait peut-être des fois des étudiants, mais bon, comporte plusieurs avantages, donc d'être simple et intuitif, facile à interpréter, décrit bien la séquence exposition-maladie, on peut mesurer la relation dose-effet et permet d'étudier l'effet d'un facteur de risque sur plusieurs maladies, comme on voulait le faire un peu ici. Mais c'est peu utilisé parce que ça prend souvent des échantillons de très grande taille. Ça ne convient pas pour les maladies rares, mais ce n'était pas notre cas ici, ce sont quand même, les complications de grossesse sont relativement fréquentes. Mais souvent, ça fait des études qui sont coûteuses et complexes et il peut y avoir un haut taux de mortalité expérimentale. Donc, si on prenait des bébés à la pouponnière et que là, on leur demande leur âge gestationnel puis on les suit toute leur vie jusqu'à leur grossesse, imaginez, ce serait presque impossible à faire. Et il peut y avoir des problèmes éthiques dus à l'accumulation d'informations. Donc, l'étude de type cas témoin a été notre premier choix pour la petite histoire. Peut-être que même Fabienne ne le sait pas. Donc, au départ, on s'est dit, non, on va faire cas témoin et on va mettre comme toutes les complications de grossesse un peu ensemble pour faire l'échantillonnage. Donc, c'est rapide, on peut avoir un échantillon de petite taille et c'est peu coûteux. Donc, on a sélectionné, pas moi, j'étais pas là à cette époque, mais certains de notre équipe ont sélectionné dans les archives de l'hôpital Sainte-Justine des femmes qui ont eu des complications de grossesse et leur a envoyé des questionnaires par courrier pour dire, pouvez-vous nous donner certaines informations de vos données de naissance? Mais on a eu moins de 20% de réponses. Donc, quoi faire? Les banques de données administratives, il y a Régent Tessier qui est arrivé avec
sa présentation de la plateforme EPSEB. Donc, moi, j'ai fait mon doctorat avec Régent Tessier et j'ai fait, durant mon doctorat, un stage avec Anne-Monique Nuit. Et donc, c'était en 2008. Et il a dit, ah oui, ce serait parfait, ton projet, tu pourrais le faire avec EPSEB. Et donc, on a travaillé ensemble. Bon, le hic, évidemment, c'était d'apparier plusieurs banques et la solution, c'était EPSEB, comme je vous le disais. Donc, évidemment, bon, les avantages, je vais passer rapidement, vous le savez. Donc, l'appariement qui est probabiliste permet d'identifier où trouver les variables parce que, en tant que chercheur, c'est pas toujours facile de savoir c'est où cette information-là. Puis le nom de cette colonne-là, ça veut dire quoi? Donc, le soutien pour la demande à la CAI, donc Isabelle Leroux qui a beaucoup aidé là-dessus parce que c'est pas facile. Et au niveau de l'éthique, évidemment, ça a des très grands avantages parce que on a une plateforme qui permet de ne pas avoir, nous, on ne sait pas c'est qui ces gens-là. Et donc, avec la plateforme, ben, ça sécurise un peu les données, qu'on n'aurait pas le droit d'avoir autant de données sur autant de sujets autrement. Pardon, je suis encore un peu enrhumée. Les inconvénients, c'est que la banque n'appartient pas aux chercheurs, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Et des fois, la disponibilité de certaines variables, je l'ai mis en parenthèse parce que je trouve que c'est mineur par rapport à tous les avantages, mais quand même, dans notre cas, ce qui a fait la différence entre New England Journal of Medicine et le CMEG, comme on a eu, donc on aurait pu avoir un New England, ce qui a manqué, c'est qu'on n'avait pas l'indice de masse corporelle pré-grossesse. Sinon, ils nous ont carrément dit c'était ça dans nos variables contrôle, c'était pas disponible et donc ben, l'article a été refusé parce que c'est New England puis ils peuvent se permettre de refuser tout là, qui est pas parfait. Et donc on n'avait pas de réponse à leur faire, mis à part que ben, que voulez-vous, c'est pas d'un banque, donc on est limité par ce qui est pris en compte dans les banques. Excuse-moi, Ariane. Oui. Ça veut dire que dans certaines banques administratives d'autres pays, ils disposent de cette information-là? De l'indice de masse ben, dans les corporelle? banques scandinaves, des fois, c'est assez impressionnant tout ce qu'ils peuvent avoir comme information. Mais eux, c'est juste qu'ils disaient, ben, peut-être que c'est juste dû à l'indice de masse corporelle, ce que vous voyez pré-grossesse. Nous, on ne croit pas du tout, mais eux, ils se disaient, ben, c'est pas parfait. T'sais, pour une revue, le New England, c'est la revue c'est plus haut que Science en Impact Factor. Donc, c'est la plus grosse revue internationale, mondiale de sciences, tout domaine confondu. Donc, évidemment, eux ne prennent que des articles qu'ils considèrent méthodologiquement parfaits. Donc, ici, ben, ils considéraient que c'était pas tout à fait parfait parce qu'il manquait une variable qu'eux considéraient comme importante et donc l'article a été rejeté et bon, on avait un petit peu de connexion avec une éditrice là-bas qui nous a dit tout le monde l'aimait bien, mais il manquait ça pour eux pour être acceptés. Donc des fois, on est limité par ce qu'il y a. Puis, c'est des fois, je pense que c'est une bonne réflexion aussi à avoir quand on pense des nouvelles banques. Par exemple, sont en train de faire le développement de banques de suivi pour l'aide à la procréation assistée. Puis là, ben, ils ont fait venir des chercheurs sur ce comité-là, puis c'est bien de le faire parce que c'est dire, ben, tant qu'à faire une banque, nous, on veut le faire pour d'un côté administratif, mais comment on peut le penser, la banque, dès le départ, pour que ça serve aussi dans une perspective de santé publique à faire des recherches puis à aider. Donc, le fonctionnement d'EPSEB, je vais passer rapidement, vous le savez un peu. L'approbation du projet au départ par le comité d'éthique local. Ensuite, il y a le dépôt de la requête préliminaire. Le projet doit être approuvé par la commission d'accès à l'information. Les données sont prises de chacun des organismes. Donc, nous, dans ce projet-ci, on a utilisé le fichier des naissances vivantes et des morti-naissances de l'Institut de la statistique, ainsi que le fichier médicaux du M3S qui comprend tous les diagnostics en milieu hospitalier. Et c'est l'ISQ qui s'occupe de faire l'appariement des données.
Ensuite, vous voyez masquage des données en collaboration avec le chercheur et accessibilité des données aux chercheurs sur la plateforme EBSEB, donc en théorie par Internet. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accès aux données dans les locaux de l'Institut de la statistique, donc au CADRIS. Et on a même là, soumis pour d'autres projets qu'on pense faire avec EBSEB. Et personnellement, l'étape ici m'apparaît vraiment trop longue pour ce que ça l'apporte. Donc, c'est très complexe de faire le masquage des données parce que pour que ce soit accessible à distance, il ne faut pas qu'il y ait possibilité d'identifier des gens par croisement de variables. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire beaucoup de catégories, il faut couper beaucoup de choses. Et tout le temps que ça prend pour déterminer ça, c'est beaucoup trop de travail pour les avantages que ça apporte. C'est beaucoup plus simple et rapide et économique de se déplacer puis d'aller faire ça dans les locaux de l'Institut. Personnellement, j'ai adoré EBSEB, mais c'est certain que je n'essaierai plus de faire ça à distance. C'est trop de travail et très rapidement, on en est venu à cette conclusion-là. On n'a pas essayé. Et honnêtement, je sais pas pour les autres projets, mais honnêtement, je pense pas que c'est une... Je pense que c'est très rare les chercheurs qui vont trouver que c'est économique là, le temps qu'il faut passer versus le fait de se déplacer, là, à moins de vraiment pas vouloir aller dans vos locaux. Ils sont super sympathiques en plus, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Là, je parlais un peu de travail, comment ça fonctionne de travailler à l'Institut de la statistique. Je pense que je vais passer parce que, bon, vous le savez. Donc, c'était un peu là-dessus. Donc, on va y aller avec notre étude plutôt directement. Donc, ça, c'était l'objectif de départ. Donc, de recruter toutes les femmes nées prématurément entre 1970 et 1995 et qui avaient donné naissance entre 1987 et 2008. Donc, nos F0, c'est comme nos grands-mamans qui ont donné vie à une petite fille. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en rose, qui est née prématurément. Celle-ci grandit. Elle est rendue à sa grossesse. Donc, elle, on l'appelle F1. Donc, rendue à l'âge adulte, elle a un petit bébé. Donc, le petit bébé qui en résulte, c'est notre F2. Comme je vous le disais, 70, on a eu des surprises en le faisant. C'est que ça fonctionnait pas parce que les données, il y a eu justement le changement de système. Les données de 70, première des choses, ça semblait peu fiable. Puis même, on aurait pu reculer jusqu'à 73-74, où ça semblait peut-être un peu plus fiable. Par contre, les poids de naissance, on ne savait pas, il y avait un changement à cette époque-là. Et on ne sait pas si les données sont en livres ou en kilos. Certaines données sont en kilos, certaines en livres. Mais là, des fois, on ne sait pas si c'est un très petit bébé en livres ou un gros bébé en kilos. Donc, ça devient difficile et on a dû abdiquer et laisser passer, je pense que c'était comme le 2/3 de notre échantillon parce qu'évidemment, ça va jusqu'en 2008. Notre étude a été faite en 2008, donc celles qui avaient eu plus d'enfants, c'était surtout celles nées entre 70 et 76 parce qu'elles étaient un peu plus vieilles. Mais pour avoir des données fiables, on a décidé on se fie juste à partir de l'année qu'on est certain que tout est en kilos et que les données semblent fiables. Donc, on a eu, durant cette période, il y a 815 139 femmes qui sont nées au Québec, dont, quand on enlève là, celles qui avaient des données manquantes un peu et celles qui étaient nées triplettes ou plus, 50 585 femmes nées prématurément. L'objectif était de les apparier 2 pour 1, donc 2 femmes nées prématurément pour une femme née à terme, en tenant compte du statut, donc soit singleton ou grossesse jumelle, et de l'année de naissance. Malheureusement, on a dû exclure, il nous manquait 5023 femmes, parce que pour certaines années, évidemment, vu que de naître jumelles, ça arrive plus chez les prématurés que chez les nés à terme, pour certaines années, même en prenant toutes les femmes nées à terme jumelles, il n'y en avait pas assez
pour combler celles qu'on avait prématurément. Donc, il en manquait 5023 qu'on n'a juste pas apparié du tout. On a laissé ça comme ça. Donc, ce qui nous donnait 7651 femmes nées prématurément qui ont donné naissance et 16 923 femmes nées à terme. Donc, pour un taux d'accouchement chez nos femmes nées prématurément d'environ 15% et d'environ 18% pour celles nées à terme. Par contre, ce qu'on ne sait pas ici, c'est est-ce que ces femmes-là, les autres, donc on passe de 50 585 à 7 600 quelques, est-ce que ces femmes-là, c'est parce qu'elles n'ont pas accouché? Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont allées accoucher à Ottawa? Ou c'est parce qu'on les a juste perdues, on n'a pas réussi à les apparier? Donc, nous, pour évaluer ça, on a regardé un peu les statistiques de l'Institut pour voir que de l'ensemble des femmes de l'échantillon, donc prématurées ou non, il aurait dû y avoir environ 20% d'accouchement. Donc, on pense qu'il y a eu environ 83% d'appariement qui s'est fait correctement. Et donc, un 17% peut-être de perte. Dans nos données, donc des femmes qui ont soit accouché à l'extérieur ou qu'on n'a pas retrouvé. On a dû exclure ici, il y a eu quelques âges gestationnels improbables. Donc, et ici, quand on voit ça, c'est la figure de l'article, pour dire qu'il faut toujours être attentif. Sur la figure qu'on leur a envoyée, évidemment, c'est 23 et 24 semaines qui est improbable, pas 34, là. 34, c'est très probable. Mais eux, en refaisant la figure, ont changé et c'est rendu 34. Donc, pour dire qu'il faut toujours être attentif. Et on a enlevé ceux qui avaient des poids de naissance manquants ou qui étaient improbables. Par exemple, un enfant qui était né à 25 semaines, mais avec un poids de 4,5 kg. Donc, c'est totalement impossible. Donc, ça nous a donné 7400 femmes nées prématurément et 16 700 femmes nées à terme dans notre échantillon final. Donc, les données par rapport à ces femmes-là, donc, elles sont leurs mères. Il y avait une plus grande proportion de jeunes mères et une plus grande proportion de mères qui n'avaient pas terminé leur scolarité, donc les F0, là, les grands-mamans, si on veut. Ce qui est cohérent avec la littérature qu'on connaît sur le sujet. Ce que je porte surtout votre attention, c'est qu'à moins de 32 semaines, la médiane de l'âge gestationnel est de 30 semaines, ce qui est correct. Mais pour nos 32-36 semaines, ce groupe-là, la médiane est de 36. Donc, évidemment, plus on monte dans les âges gestationnels, plus il y a de gens. Puis, vu que c'est une étude populationnelle, ben, c'est surtout des 36. C'est important dans l'interprétation des données parce que des fois, je vais vous dire, OK, les 32-36 semaines sont tant plus à risque. Mais ce qu'il faut retenir, c'est des femmes qui sont à la limite du terme, en réalité. Et à terme, c'est 40 semaines, donc ce qui est tout à fait normal. Rendu à la première naissance vivante, donc à l'âge, quand elles sont plus vieilles, on voit qu'il y a aussi un peu plus de femmes nées prématurément qui ont des enfants avant l'âge de 18 ans et qu'elles sont souvent moins scolarisées. Donc, ce qui est aussi cohérent avec la littérature qu'on connaît sur le sujet. Ici, ben, c'était aussi pour les gens qui ne connaissaient pas EBSEB. Donc, évidemment, pour des questions de divulgation, on n'a pas le droit d'afficher des nombres qui sont en bas de 5. Donc, il faut mettre moins que 5. Donc, il y a un suspense sur combien qu'il y en a des 517 nés en bas de 32 semaines qui ont eu des naissances multiples. Nos résultats. Donc, vous voyez en bleu, ce sont les femmes nées très prématurément, donc en bas de 32 semaines, 32-36 semaines en rouge et en jaune-beige à terme. Donc, on voit encore que pour chacune des conditions, il y a une tendance. Donc, plus on est né prématurément, plus on est à risque d'avoir ces complications de grossesse-là au moins une fois. Donc, c'est-à-dire qu'on a regardé, est-ce qu'au moins une fois durant l'étude, elles ont eu des complications, que ce soit la première ou à la deuxième ou à la troisième grossesse, peu importe, ou les 3 fois, ça comptait pour 1. Donc, est-ce que la femme a un moment donné a des complications de grossesse? Et on voit que c'est presque 20% de celles qui sont nées en bas de 32 semaines, alors qu'elles n'ont que maximum 32 ans.
Donc, elles vont encore avoir des grossesses où elles vont possiblement développer des complications. Donc, peut-être qu'il y en a qui, à leur première grossesse, ils n'ont pas eu de problème, puis qu'au moment de l'étude, ils n'ont pas encore eu leur deuxième grossesse, où là, ils vont avoir des complications, par exemple. Donc, ce chiffre-là est sous-estimé. Pardon. Donc, ici, si on voit le risque, donc on voit qu'en 32 semaines, c'est 2,34 fois plus à risque que les femmes nées à terme d'avoir du diabète gestationnel et 1,56 fois d'avoir de l'hypertension gravidique et 1,79 pour la prééclampsie et éclampsie. On voit que le risque, même si c'est très bas, là, vous voyez les intervalles de confiance 1,03, 1,04, donc c'est à la limite d'être significatif, mais par contre, c'est des femmes qui ont 36 semaines, la médiane de ce groupe-là. Donc, même si on est juste un petit peu né prématurément, déjà, ça augmente un petit peu notre risque d'avoir des complications de grossesse, ce qui renforce un peu la relation dose-effet. Ici, on a pu contrôler pour quelques facteurs, vous voyez en bas, donc le fait que la femme soit née petit ou gros pour l'âge gestationnel, naissance multiple, l'année de naissance évidemment, parce que c'était nos facteurs d'appariement, et aussi s'il y avait des maladies, déjà l'hypertension chronique, la maladie rénale ou du diabète de type 2, et si les femmes étaient âgées de plus de 25 ans ou avaient elles-mêmes donné naissance à une grossesse multiple. On a regardé plus loin parce qu'on voulait vraiment mettre en relief, on a le petit poids de naissance, c'est ce qu'on voyait au début, qui n'est pas divisé selon le fait d'avoir une restriction de croissance intra-utérine, ou ici, là, ce qu'on marque SGA, donc d'être petit pour l'âge gestationnel, et la prématurité. Donc, pour bien voir l'impact de ces deux conditions-là, on les a croisées, puis ce qu'on voit, c'est que juste d'être né prématurément, ça a un impact sur nos complications de grossesse. De juste avoir une restriction de croissance intra-utérine, ça a un impact sur nos complications de grossesse, mais évidemment, le risque est plus grand quand on a les deux conditions combinées, avec 2,42 pour les femmes qui sont nées très prématurément et en plus qui avaient un retard de croissance. Évidemment, l'objectif final, comme je vous l'avais dit, c'était un peu à regarder, ils ont-ils l'hypertension chronique, ils ont-ils du diabète de type 2? Puis même si elles étaient très jeunes, donc maximum 32 ans, on s'est dit, on va regarder tout de suite ces diagnostics-là pour le fun. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même à cet âge-là, vous voyez que les N sont minuscules, puis c'est moins de 2% des femmes, donc c'est tout petit. Mais on voit déjà qu'il y a un risque de 1,7 fois plus élevé d'hypertension chronique et de 1,75 fois pour le diabète de type 2. En conclusion, pour cette partie-là, c'est que la prématurité est un facteur de risque pour les complications de grossesse, qui est un peu indépendant du risque de restriction de croissance intra-utérine, qui est aussi un facteur de risque significatif. Et donc, ça devrait être pris en charge dans les soins obstétricaux, parce qu'à l'heure actuelle, ça ne fait pas partie du questionnaire type. Une femme est enceinte, on ne dit pas, vous, madame, vous êtes née à quel âge gestationnel et quel était votre poids de naissance? On n'en tient pas compte. Donc, ça devrait juste faire partie du questionnaire type. Et aussi, nos résultats supportent l'hypothèse que la prématurité est un facteur de risque pour les maladies cardiaques et métaboliques plus tard au cours de la vie. Deuxième partie, donc ça va être enfin du nouveau pour Fabienne. Donc, évidemment, après s'être posé, avoir plus regardé, si on veut, la grossesse de nos sujets, cette partie, on s'est dit, qu'est-ce qui arrive à nos petits bébés au bout de la ligne? Au bout de la chaîne, qu'est-ce qui leur arrive à eux? Donc, on a regardé la parité, donc en tenant compte de tous les enfants. Donc, c'est un peu petit, je me rends compte, désolée. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence par rapport à la parité. Donc, ils n'ont pas nécessairement plus ou moins d'enfants que les femmes nées à terme. Et quand on prend juste la première naissance vivante, on se rend compte qu'il y a une différence par rapport à l'âge gestationnel. Donc déjà, même en nombre continu, en moyenne, on voit que la moyenne est plus basse. Et par rapport aussi au poids, donc le poids est plus faible. Et aussi, il y a une plus grande proportion qui ont un petit poids de naissance. Et c'est pas significatif, par contre, pour ce qui est de
large, donc d'avoir un poids élevé pour l'âge gestationnel. Donc ici, on voit en bleu encore, c'est les moins 32 semaines, 32-36 en rouge et en blanc-jaune, c'est les nés à terme. Donc le pourcentage qui ont un accouchement prématuré. Donc ici, vous voyez là qui est à 14% environ pour les femmes nées moins de 32 semaines versus un peu moins de 10% pour celles nées à terme. Alors que les femmes nées à moins de 32 semaines, on voit que qui sont nées à moins de 32 semaines, pardon, ce que je veux dire, qui ont accouché à moins de 32 semaines. Donc, elle-même, le F2, c'est un grand préma aussi. Donc, on voit que c'est un peu plus de 2% pour celles qui sont nées à moins de 32 semaines et un peu moins, presque 1% pour celles qui sont nées à terme. Ce qu'on voit un peu ici, puis on va le voir plus loin aussi avec les chiffres de régression, nos odds ratio, mais c'est tout à fait logique avec le graphique qu'on voit ici. C'est-à-dire, si je suis née prématurément, je suis plus à risque d'avoir un bébé qui est né prématurément. Puis si je suis née grande préma, je suis même plus à risque d'avoir un grand préma aussi. C'est comme si les conditions étaient liées. Évidemment, vous voyez, c'est pas du 100%, là, c'est pas du 1 pour 1, mais il y a une certaine relation. Donc, on voit ici les risques donc pour avoir un enfant né prématurément, un F2 préma, donc 1,4 pour les femmes nées à 32-36 semaines. Puis là, ici, ce qui est même impressionnant, vous voyez nos intervalles de confiance, là, on n'est plus à 1,03 comme on était pour les complications de grossesse. Là. On est à 1,29, puis c'est toujours des femmes qui sont nées aux limites du terme. Donc, même si elles sont très peu préma, elles ont plus de risques d'avoir un enfant préma. Et aussi très grand préma. Et évidemment, donc on voit que pour les femmes nées en bas de 32 semaines, c'est 2,61 fois plus à risque d'avoir un bébé en bas de 32 semaines, ce qui est une condition assez grave de naître en bas de 32 semaines, qui amène beaucoup de complications. Vous voyez ici, on a contrôlé pour les complications de grossesse, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on se disait. On se disait, ben, peut-être qu'elles vont avoir plus d'enfants prématurés parce qu'elles ont plus de complications de grossesse. Parce que quand on fait de la prééclampsie, par exemple, on est à risque d'avoir un accouchement prématuré. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas nécessairement ça. C'est-à-dire que d'avoir des complications de grossesse, effectivement, c'est sûr, on le connaissait déjà, c'est lié à avoir un accouchement prématuré. Mais même si on n'a pas de complications de grossesse puis qu'on est né prématurément, on a quand même plus de risques d'avoir un bébé prématuré, même sans complications de grossesse. Ensuite, ça, on a refait un peu, c'est toujours notre distinction, c'est notre dada, donc au lieu de poids de naissance, de dire prématurité et la restriction de croissance. Donc encore là, c'est le même pattern. On voit que juste d'avoir un petit poids de naissance pour l'âge gestationnel, ça augmente le risque. Mais d'être juste prématuré, ça augmente le risque même si on n'a pas de retard de croissance et que le risque le plus élevé, c'est quand on a une combinaison des deux. Donc, en conclusion, il semble y avoir une transmission intergénérationnelle de la prématurité et de la grande prématurité, ce qui est vraiment un apport nouveau, surtout par rapport à la grande prématurité qui n'avait pas du tout été étudiée. Et ce n'est pas dû à une augmentation des complications de grossesse chez les femmes nées prématurément. Et ça renforce l'idée que je vous disais il y a quelques minutes de prendre en charge la prise en compte dans les soins obstétricaux du statut de naissance de la femme, parce que ça peut avoir un impact sur ses complications de grossesse, mais aussi sur l'issue de sa grossesse, si elle va avoir un bébé prématuré ou non. Donc, ça renforce l'idée que c'est peut-être important d'en tenir compte puis de le demander. Puis l'objectif avec ça, c'est pas d'être alarmiste. C'est pas de dire là, oh mon Dieu, moi je suis née à 32 semaines, c'est la panique, qu'est-ce qui va arriver? C'est vraiment pas ça, parce que vous avez vu les graphiques, vous avez vu les chiffres, c'est encore la majorité des femmes nées prématurément, même grandes prématurées, vont avoir des enfants à terme. Ça va bien se passer dans la très grande majorité des cas. Mais c'est juste, peut-être qu'il faut en tenir compte d'un des facteurs parmi d'autres. Pour dire,
tu sais, je vais peut-être être un petit peu plus attentif parce que cette femme-là est née elle-même à 24 semaines, par exemple. Elle avait déjà un très grand retard de croissance. Peut-être que je vais la surveiller d'un peu plus proche. Puis si elle a d'autres facteurs de risque, ben peut-être qu'on pourrait lui donner un traitement préventif. Par exemple, on peut donner très tôt durant la grossesse de l'aspirine pour prévenir la prééclampsie chez les femmes. Donc, peut-être que cette femme-là qui n'aurait pas été ciblée parce qu'elle avait quelques facteurs de risque, mais pas suffisants pour prendre une médication, peut-être que là, ça pourrait faire balancer le jugement du clinicien. Je les remercie, mes collègues de Sainte-Justine, les chercheurs qui sont impliqués, donc entre autres Anne-Monique Nuit, évidemment, qui est la chercheure principale du projet, puis aussi les gens de l'Institut de la statistique, dont Fabienne, Luther aussi, puis Isabelle Leroux, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui, mais qui ont beaucoup collaboré à faire que ce projet-là, sans elle, je ne serais pas ici. Donc, merci. Des questions? Merci. Ben, moi, j'aurais des questions, comme Oui. on a passé vite, tantôt Oui. sur les variables de contrôle, Oui. peut-être. Parce que évidemment, ça change un peu selon si on étudie la première, par exemple ici. Quand on étudie la première naissance vivante, c'est pour ça qu'on le fait souvent en deux analyses. Donc, dans l'article, entre autres, si vous allez voir, là, c'est peut-être mieux expliqué. Là. Mais c'est qu'on fait deux analyses. On commence avec toutes les naissances mises ensemble. Et à ce moment-là, on peut avoir moins de variables contrôle parce qu'évidemment, la femme, à une grossesse, ça peut avoir eu des complications, puis à l'autre pas. Donc, bon. Donc, on prend pas ces variables contrôle-là. Et on le fait pour la première naissance vivante. Là, on ajuste pour plusieurs facteurs. Ici, on voit que pour la deuxième partie, en fait, tout ce qui est... Donc, on contrôle toujours pour si la femme est née avec un petit ou un large poids pour son âge gestationnel. Si elle-même, elle vient d'une grossesse multiple et son année de naissance parce que c'est nos critères d'appariement. On contrôle pour le diabète type 1 et 2, l'hypertension chronique et les maladies rénales. Et là, pour justement la partie 2, il y avait les complications de grossesse. Si la femme est âgée de plus de 25 ans, on a rajouté le sexe de l'enfant si les F2 sont une grossesse multiple. Et si F2 est aussi une restriction de croissance intra-utérine. Ce qu'on a fait par ailleurs, mais c'était disponible pour environ seulement 80% des femmes, si ma mémoire est bonne, c'était au niveau de l'éducation. Le seul indicateur qu'on a sur le statut socio-économique, c'est l'éducation de la mère. Et donc, on l'a contrôlé que pour la partie, que pour le 80% dont l'information était disponible, et qu'on contrôle autant pour l'éducation de F0, donc de la grand-mère, que pour l'éducation de F1. Ça ne modifie pas les données qui sont là. C'est pour ça qu'on ne l'a pas présenté, vu qu'on perd des sujets, là, on ne l'a pas présenté, mais ça ne modifie pas les relations qu'on voit là. Donc, ça ne semble pas non plus être à cause de l'éducation. Mais par exemple, je ne suis pas médecin, mais des fois, comme si par exemple le tabagisme, est-ce que vous l'aviez... Non, le tabagisme, c'est pas avancé, mais c'est ça. C'est les limites de ce qu'il y a de tabagisme, consommation d'alcool, de drogue, effectivement, si on l'avait eu. Puis le poids pré-grossesse, c'est des facteurs, évidemment, qu'à les avoir eus, mais qui sont pas collectés. Puis c'est un peu, ça semble un peu même sensible, un peu, de collecter ces données-là. Oui. Donc, quand on en parle, les gens sont un peu frileux à les mettre dans les banques. Par contre, on voit que quand on tombe du côté chercheur, c'est sûr que c'est des choses qui changent, mais il y a quand même des... C'est plus difficile pour ce qui est de la naissance prématurée, mais par contre, pour les complications de grossesse, donc il y a des mécanismes pathophysiologiques que Dr Nuit pourrait vous expliquer beaucoup mieux que moi, mais qui sont conséquents. On s'attend un peu à ça. Il y a des modèles animaux, entre autres, on ne connaît pas bien, on ne maîtrise pas du tout bien ces mécanismes-là, mais il y a quand même des explications pathophysiologiques qui sont logiques avec les résultats qu'on a obtenus.
Moi, j'avais une question dans Oui. les variables de contrôle. Oui. Pourquoi, comme je ne connais pas vraiment la littérature, mais pourquoi un âge de plus de 25 ans pour les naissances, ce que vous contrôlez? Ben parce que évidemment, c'est parce que justement, c'est lié à plus de complications. Donc, Ok. on voit que c'est... Puis déjà, à 25 ans, c'est l'âge qui est identifié, surtout par rapport au diabète gestationnel. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature et c'est souvent ce qui est contrôlé quand on étudie cette problématique-là parce que il semble y avoir vraiment... c'est le cutoff qui est utilisé dans la littérature. Donc, OK. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Je pense que ce type d'appariement-là est possible ailleurs au Canada, dans certains centres. Je pense qu'il y a des centres comme le Manitoba Health Center, qui est un des institutions pionnières au Canada pour l'appariement de données du ministère de la Santé avec d'autres types de données. Il y a aussi Population Data BC en Colombie-Britannique. En tout cas, on annonce qu'on fait ce type, en tout cas, de l'appariement de fichiers administratifs. À votre avis, est-ce qu'il y a des études comme la vôtre qui ont été réalisées ailleurs au Canada? Puis, est-ce que c'est parce que les données ne sont pas accessibles, ne sont pas disponibles, ou c'est tout simplement que cette hypothèse-là, c'est vous qui l'avez eue, puis que vous êtes un peu des pionnières dans ce domaine-là? Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est sûr que ça s'est pas fait sur ce sujet-là, ça s'est pas fait nulle part. OK. Ce qui s'était fait, puis qui a été publié juste un peu avant qu'on soumette, puis qui nous a fait peur sur le coup, mais quand on a été voir plus en profondeur l'étude, c'était pas du tout ça. C'est dans les pays scandinaves, qui eux ont tout ce qu'il faut pour faire exactement la même chose, mais qui n'ont pas pensé. Puis il y a même une étude qui était... ils ont fait un peu ce qu'on a fait, mais je ne sais pas pourquoi. Eux, ils n'ont pas du tout présenté les données sur la prématurité. Ils ont contrôlé, mais ils n'ont pas présenté de chiffres. Et ils ont présenté juste pour la restriction de croissance, puis ils n'ont pas présenté des chiffres qui combinent les deux, ce qui était vraiment l'intérêt plus grand de la chose, parce qu'il y a aussi une logique, plus que juste des données. C'est une hypothèse qui peut, après ça, s'appliquer à un paquet de problématiques. C'est dire, voici une façon dont on peut étudier l'hypothèse de Barker. Donc, dire, quand il y a des pathologies adultes, qu'on regarde l'impact, prenons pas le petit poids de naissance, regardons les deux conditions, puis regardons la combinaison des deux. Mais eux l'ont pas fait, mais il y avait les données nécessaires. Mais au Canada, je crois que c'est assez difficile dans le domaine de la périnatalité, en tout cas, parce que je sais pas pour les autres choses. Moi, j'en ai pas vu passer. Je sais qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans. Un an environ, dans une conférence. C'est des chercheurs internationaux qui ont un réseau sur les impacts à long terme, donc dans la vie adulte de la prématurité. Évidemment, on n'est pas 500 qui font des recherches là-dessus, donc il y a plusieurs personnes que ça intéresse, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont encore fait des choses. Puis de ce qui est ressorti de nos discussions, personne n'était dans cette lignée-là. Donc, puis je pense que c'est surtout Dr. Nuit là, qui a eu vraiment, elle, depuis toujours, puis même dans ses recherches en laboratoire, va dans ce sens-là de dire que juste la prématurité, il y a un impact. Parce que disons que le courant actuel, c'est plus d'aller du côté du petit poids de naissance dans le sens d'une restriction de croissance intra-utérine. Ça, c'est vraiment parce que M. Barker est très sur la nutrition fétale et donc, vu que lui, c'est un peu son orientation, pourquoi le petit poids de naissance a un impact? C'est à cause de la restriction de croissance intra-utérine. Puis Dr. Nuit, elle passe depuis un bon bout de temps qu'il n'y a pas juste ça, que oui, ça c'est vrai, il n'y a pas du tout tort, M. Barker, mais qu'il y a aussi la prématurité, puis que le pire, c'est probablement d'avoir les deux. Puis c'est un peu ce qu'on démontre, puis c'est un peu la façon de traiter tout ce pan d'études-là qui est différent, puis qui va amener aussi, on l'espère, des hypothèses différentes sur
comment les mécanismes par lesquels ça l'avance, parce qu'évidemment, on pense pas au même mécanisme si on n'avait vu aucun impact de la prématurité, puis c'était juste la restriction de croissance, ben, on évoque les mécanismes de M. Barker sur la nutrition fétale, etc. Mais tout ça s'applique beaucoup moins quand on parle, pas à 100% pas, là, mais ça s'applique moins, puis il y a probablement d'autres mécanismes qui entrent en jeu quand on parle juste de la prématurité. Ça serait-tu possible dans les autres bases de données? Est-ce que les données seraient disponibles pour refaire la même recherche au Manitoba ou en Colombie-Britannique? Je pourrais pas vous dire. Je pourrais vraiment pas vous dire, mais ça me semblerait difficile parce que juste nous, on a fait parallèlement, là, on a une autre étude où on a fait d'autres courbes de croissance des périmètres crâniens des bébés. Donc, regardez, c'est quoi le périmètre crânien moyen d'un bébé à 23, 24, 25, 30 semaines jusqu'à 40, parce qu'on n'avait pas de courbe à jour au Canada. Ça a été très compliqué faire ça, donc de trouver des données, ce qu'on voulait, c'était pan-canadienne. Puis finalement, on a des données pan-canadiennes pour les prématurés, parce qu'il y a un réseau, donc pour ceux qui sont très prématurés, qui sont en soins intensifs, parce qu'il y a un réseau qui existe que pour les centres qui font des soins intensifs néonataux, mais pour ceux qui sont nés à 36, 37 et dans les âges à terme, il n'y avait aucune banque au Canada qui nous permettait d'avoir les périmètres canadiens. Il n'y en a pas non plus au Québec, c'est pas possible. Donc, on a eu, heureusement, il y a le Royal Victoria à Montréal qui ont une banque de données avec toutes leurs naissances depuis des années. Donc, on a pu faire une courbe en mixant les bébés à terme du Royal Vic et les bébés préma pan-canadiens. Mais, tu sais, c'est juste un exemple. Donc, à mon avis, non, mais c'est ça, je connais pas bien les possibilités dans les autres provinces. OK. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur Oui. ta conclusion. Oui. Tu disais, notre recherche, ça ne conclut pas pour dire qu'il faut s'alarmer, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas être utilisée un petit peu pour porter attention sur les accouchements qu'on a tendance, les sections césariennes, les accouchements prématurés qu'on a tendance à dire, ça va, on peut le sauver, on y va, on prend le bébé. Par rapport au niveau éthique de la chose, est-ce qu'on sauve un 23 semaines, par exemple? C'est ça. Quand on est à la limite de la viabilité, Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, yes. Je crois pas que notre étude permet d'avoir un éclairement là-dessus, parce qu'évidemment, on va pas sauver un bébé juste parce que lui-même va être plus à risque d'avoir un bébé préma plus tard. Disons qu'il y a d'autres études qui peuvent plus se pencher là-dessus sur où devrait être la limite. Puis c'est sûr qu'il y a des questions vraiment plutôt éthiques ou de valeurs qui sont liées à ça, plutôt que des questions scientifiques, souvent. Mais non, je penserais pas que ça va amener ça. Mais c'est un autre... c'est sûr que quand on est en prématurité, c'est une considération qu'il y a tout le temps, puis ça fait toujours partie du décor. Parce que... Okay. Une autre question, deux questions. Une, oui. c'est pour justement pas alarmer le monde, non plus pas que ça sortirait partout dans les journaux, genre le monde grimperait dans les rideaux. Donc, ce serait qui à avertir? Est-ce que c'est juste les personnes qui travaillent en soins prénataux? Mais là, ça l'a sorti dans les journaux partout, Okay. en fait, déjà. Pas pour la deuxième partie, mais c'est ce que tous les médias nous ont dit, puis c'est assurément avec la couverture médiatique qu'on a eue pour le premier, on s'attend à quelque chose d'aussi, voire plus gros pour le deuxième, parce que les liens sont plus clairs. C'était la question, c'est Anne-Monique qui s'est occupée des entrevues médias, là, mais c'était la question que tous les journalistes se posaient, puis elle disait, c'est à venir, tu sais, elle répondait pas trop, là, parce qu'on se garde nos punchs, entre guillemets. Mais oui, ça l'a déjà sorti, mais Anne-Monique, dans les entrevues, a vraiment pris la peine tout le temps, puis on était heureuse de voir que ça l'a ressorti. Je veux dire qu'elle l'a bien mentionné, là, mais quand elle était en entrevue, elle disait toujours, c'est pas pour s'alarmer, il faut pas paniquer, ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte, il faut juste le savoir, vous pouvez informer votre médecin, puis c'est juste d'avoir ces petites... tu sais, c'est juste un des facteurs de risque parmi tous ceux qui existent, il y en a plusieurs,
Mais il faut juste y penser un peu plus, puis faire peut-être un petit peu plus attention, mais sans s'alarmer. Puis c'est sûr que les professionnels, c'est une étude qui a eu quand même beaucoup, puis ça, on est vraiment contente là, pour notre première étude, puis probablement que la deuxième, on s'attend que ça fasse la même chose, surtout qu'elle est un peu attendue, parce qu'on a dit un peu à tout le monde, il y aura une suite, là. Et qu'il y a eu quand même, en tout cas ici au Québec, mais même ailleurs, dans les centres, les obstétriciens en ont parlé. C'est des sujets sur lesquels la Société canadienne d'obstétrique vont se poser des questions pour savoir est-ce qu'on devrait vraiment l'ajouter ou non. Notre deuxième partie va peut-être renforcer leur réflexion, mais ça a déjà eu un impact. Là. Ça s'est rendu aux professionnels, puis ça s'est rendu au public. Puis ça, on est très heureux, là. Donc, CMEG étant une grosse revue aussi, donc il y a quand même un rayonnement déjà de cette part-là, mais évidemment, là, on était contents quand on a vu New York Times, Le Monde, évidemment, là, on est rendu... OK. Et le deuxième article, va-tu encore sortir dans le CMEG? On n'a pas encore soumis. Ce qu'on veut, c'est certain qu'eux réaccepteraient notre deuxième partie, mais vu que nos résultats sont encore plus, disons, innovants et surtout les odds ratio, comme vous le voyez, sont encore plus clairs. Là. On n'est plus dans les 1.03 et tout ça. Donc, nous, on va s'essayer un petit peu plus haut. Mais bon, est-ce qu'ils vont nous prendre ou pas? On le sait pas, mais on veut s'essayer peut-être à soumettre... tant qu'à y être, on va essayer peut-être viser un peu plus haut, mais sinon, c'est CMEG, on va être très, très heureux quand même. Et donc, c'est ça. Mais on le sait pas encore parce que là, on est à finaliser. Là. Il y a une première version qui est terminée. Puis là, on est en train de travailler cette version-là là, pour soumettre, comme je vous disais, d'ici la fin du printemps, là, que ça avance bien. Okay. Merci. Oui? J'excuse d'avoir dû m'absenter quelques minutes. Ah, il n'y a pas de problème. J'ai sûrement manqué des choses. Là. Je ne sais pas si ma question va être pertinente. C'est que, en tout cas, je connais vraiment très peu de choses dans ce domaine-là, mais... Il n'y a pas de problème. Il me semble qu'il y a, entre autres, aux États-Unis, il y a eu la mise en place dans un très grand nombre d'États et de comtés de programmes de suppléments nutritifs pour les femmes enceintes, souvent de milieux plus défavorisés ou quoi que ce soit. Est-ce que derrière ça, il y avait justement les travaux liés au retard de croissance? Bien, c'est sûr que par rapport au retard de croissance, c'est sûr que ça vise ça, là. Donc, parce qu'il peut y avoir des problèmes de malnutrition chez les femmes qui sont défavorisées. Donc, des fois, c'est pas tant qu'elles manquent d'aliments, mais qu'elles manquent de certains aliments. Là. On peut être comblé, avoir mangé que du riz blanc, puis on n'a plus faim, mais... C'est des programmes lait, orange, lait, des programmes je crois. C'est ça. Puis il y en a d'ailleurs au Québec. Aux États-Unis, entre autres, il y a toute une littérature sur l'évaluation de ces programmes-là. Et j'essayais de voir, notamment sur donc, la santé des enfants, et je me demandais si, dans cette littérature-là, on voyait des différences au niveau, justement, de la prématurité. Ça, je pourrais pas vous le dire. C'est pas une littérature que je connais très bien. C'est sûr que ça peut avoir un impact sur la restriction de croissance intra-utérine. Sur la prématurité, je me doute aussi que oui. Mais à quel point, là, ces programmes-là sont quand même pas si complets, puis à quel point ça a un impact, je pourrais pas malheureusement vous répondre. OK. Merci. Ben, merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation aussi à venir présenter. Toujours un plaisir de diffuser ces résultats-là. Oui, puis comme la présentation est enregistrée, elle va pouvoir être accessible à partir de notre site. Et donc, je pense que ça va avoir un plus grand rayonnement que les 4 personnes. Oui, ben, c'est super. Puis aussi, ben, vous avez vu un peu en primeur nos résultats de notre deuxième partie. C'est la première fois que je les présentais. Donc, vous avez eu une petite primeur cet après-midi. Super.
Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Ben, merci beaucoup à Je vous. pense qu'on va se revoir à l'ACFAS. Oui, effectivement. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Nicolas. Merci. De rien. Bye.